Salut les gens, j'espère que ça va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog sur un roman que j'ai lu récemment qui s'appelle Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Alors j'ai mis quelques temps à le lire parce que bon, le roman fait quand même 1000 pages à peu près, 960 si ma mémoire est bonne. Donc c'est vrai qu'en plus comme je fais des études universitaires, c'est vrai que c'est un peu compliqué voilà, d'arriver à joindre les deux bouts, mais bon on fait avec. Donc je vais vous faire un petit résumé du roman d'abord avant de vous dire ce que j'en ai pensé. Le prieuré de l'Oranger, c'est l'histoire d'un monde 1000 ans après ce que les humains appellent le chagrin des siècles. Le chagrin des siècles, c'est une apocalypse en fait draconique, durant laquelle un très ancien et très puissant dragon, appelé le Sans Nom, s'est réveillé et a dévasté le monde, et il n'a pu être arrêté que grâce à l'aide d'un chevalier. Et depuis, le monde est divisé en 3 régions principales. Elle est divisée d'abord à l'ouest qui est les terres de Sabran Bretnet, la reine du Rénome d'Inis, et qui a une politique très agressive contre les dragons, qui cultive dans sa culture l'héritage et la mémoire en fait de ses ancêtres et de ses héros chevaliers, et qui donc déteste les dragons. À l'est, en revanche, dans le royaume de la Seiki, nous suivons l'histoire d'un autre personnage qui s'appelle Tane et qui veut devenir une dragonnière. Donc pour eux, à l'est, les dragons ne sont pas des êtres maléfiques. Et enfin, nous suivons plus tard dans le récit une autre partie du monde, le sud, qui est une région de mages qui garde en fait un oranger détenant des pouvoirs magiques, et qui veille au grain pour que le Sans Nom ne se réveille pas de son sommeil millénaire. Au niveau des personnages que nous allons suivre, nous suivons tout d'abord la reine Sabran, comme j'ai dit un peu plus tôt, qui veut protéger son royaume du retour du Sans Nom, et qui est face en fait à de mystérieuses tentatives d'assassinat. Et donc toute l'histoire en fait autour de Sabran, ça va être de découvrir pourquoi les assassins essaient d'attenter à sa vie, se faire, et personne ne va l'aider dans cette quête. C'est une sorcière du nom de Ead, qui a été envoyée par le prieuré de l'Oranger afin justement de veiller à ce que Sabran puisse continuer à vivre pour éviter le réveil du Sans Nom. De l'autre côté de la planète, nous suivons les péripéties de Tane, qui, après avoir découvert un individu atteint de ce qu'on appelle la peste draconique, une maladie grave et mortelle et très contagieuse, va, plutôt que de le dénoncer à la garde, décider de trouver un refuge chez la personne de Nick Rousse, un alchimiste que nous allons aussi suivre dans le récit, et qui a été disgracié par la reine Sabran, parce que ce dernier a proposé à la reine Sabran en fait, de lui préparer un élixir pour vivre éternellement, et plutôt que de faire cela comme tout bon charlatan qu'il est, il a plutôt décidé en fait de vivre sur le dos de la bête jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on s'est un peu foutu, et c'est un peu foutu du peuple. Alors ce roman a fait beaucoup parler de lui en librairie, et il a été notamment très populaire de ce que j'ai compris. Notamment une journaliste sur la couverture dit qu'il mérite d'avoir autant de succès que Game of Thrones, et un peu plus loin que les critiques placent Samantha Shannon dans la même catégorie que Tolkien, Robin Hobb et George R.R. Martin. Je vais vous donner déjà un premier ressenti global sur l'œuvre avant d'attaquer au niveau des points positifs et négatifs. C'est un très bon roman, pour autant je n'irai pas jusqu'à le mettre au même niveau qu'un Tolkien. Je peux pas répondre pour Hobb ou pour Martin vu que je n'ai pas vu que je n'ai pas lu leurs œuvres. Du moins, on est à quelques années-lumière dans Tolkien, je trouve. À quelques années-lumière, c'est du très bon matériel, mais je n'irai pas jusqu'à dire que ça vaut du Tolkien. Alors, on va commencer déjà par les points positifs que j'ai à faire au livre. Alors tout d'abord au niveau des points positifs, beaucoup de gens l'ont souligné et je pense que je ne vais pas être exceptionnel dans ma critique par rapport à cela. On est face quand même à une œuvre qui a un world building qui est vraiment exceptionnel, que ce soit au niveau de la mythologie, que ce soit au niveau des environnements, de la religion, des animaux rencontrés, de la politique. Franchement, je pense que je pourrais demander à peu près n'importe quelle question un peu pointilleuse sur l'univers du prieuré de l'Oranger à Samantha Shannon. Je pense qu'elle pourrait me répondre avec précision sur à peu près tout, à mon avis. Notamment, j'ai beaucoup aimé au niveau du world building, la manière en fait dont les dragons sont perçus. Alors, sachant qu'il y a en réalité 2 types de dragons. Il y a ce qu'on appelle les Wyrm, qui sont les créatures maléfiques, qui sont les serviteurs du Sans Nom, le grand dragon maléfique et antagoniste principal du roman. Et puis il y a les dragons qui eux sont davantage des esprits de la nature qui sont imprégnés d'eau. Et j'aime beaucoup cette opposition entre les Wyrm d'un côté et les dragons de l'autre parce que ça donne un côté un peu opposition dans la manière de percevoir le dragon entre l'Occident et puis l'Orient.
Je trouve que c'est vraiment très bien vu en fait d'avoir pensé à ça, notamment pour illustrer le fait que l'Ouest est un pays qui perçoivent les habitants de l'Est comme étant des gens complètement dégénérés qui vénèrent des créatures maléfiques. Un peu comme pour l'histoire, par exemple, il y avait beaucoup de religieux, voilà, ou de racistes qui disaient que les gens avaient des religions païennes, bestiales. Enfin, par exemple, je sais que quand il y avait eu la christianisation de l'Europe, c'est ce qui était dit, par exemple, quand les religions païennes de l'époque étaient des incantations en fait à Satan. Donc je trouve que c'est assez bien vu, c'est assez bien trouvé, je trouve, comme manière d'opposer idéologiquement en fait deux régions dans un univers de fantasy de cette manière-là. De même, on reste sur le world building, je trouve que l'univers est posé de manière assez efficace. Alors c'est vrai qu'au début, comme l'univers est quand même très dense, très vaste, quand même on parle d'un roman qui a plus de 960 pages, il est vrai que j'ai été un peu perdu au début parce que je ne me suis pas fait directement cette division d'histoire entre Est et Ouest, ce qui fait que j'avais commencé à lire le roman, le premier chapitre était sur l'Est. On est directement repassé sur l'Ouest et je me suis retrouvé en me disant mais attends, c'est la même histoire en fait, l'auteur passe du coq à l'âne. Étant passé la première surprise, l'auteur pose très efficacement son récit et je dirais même que en plus de le poser efficacement, la présence d'un guide et d'un glossaire en fin de roman est aussi très agréable pour ne pas être perdu. Notamment je me suis retrouvé une fois en me disant attends, c'est qui ce mec dont il parle? Là, je suis allé au glossaire vite fait, je vais... Ah oui, du coup, ça me revient, et puis là, tout de suite, j'ai pu reprendre le fil de l'histoire, en fait, sans être trop perturbé. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, le world building étant vraiment très riche, c'est extrêmement confortable pour la lecture d'avoir à notre disposition, en fait, ce glossaire. Alors, autre point positif, et là, on va rentrer davantage au niveau de la narration, c'est un récit qui arrive à maintenir énormément de suspense et d'intérêt chez le lecteur. Le livre joue avec sa mythologie et notamment fait beaucoup de révélations. Alors j'en ai pas listé, mais je sais que, enfin du moins j'ai vu qu'il y avait beaucoup de foreshadowing dans le livre et c'est vrai que les révélations en fait s'enchaînent bien, et je les trouve vraiment très naturelles et ça donne vraiment en fait l'impression que l'univers en fait a de la crédibilité, je trouve. De même au niveau du récit, au niveau de son rythme, je trouve que les intrigues et surtout les scènes d'action sont vraiment très prenantes et elles ont un côté même cinématographique. Alors elles ne sont pas forcément très détaillées, mais la manière en fait dont c'est fait, avec le peu de détails, ça donne une petite subtilité. Je trouve en fait la manière dont c'est fait, ça permet en fait au lecteur de s'imaginer parfaitement en fait les scènes et de s'imaginer en fait la chorégraphie qu'il souhaite en fait donner à ces scènes-là. Même si je trouve personnellement qu'un peu plus de description, ça aurait peut-être pu être parfois plus agréable, mais on reviendra à ça plus tard. D'ailleurs, on va parler du style. Donc, le style du prieuré de l'Oranger est un style que je trouve très agréable, même si je le trouve peut-être un peu trop sobre pour être mémorable. Dans le sens, en fait, où parfois j'aime bien, quand je lis par exemple un livre ou autre, parfois m'arrêter sur une belle phrase et me dire ah oui, quand même, là, c'est du grand art. Idem, alors là, c'est un peu à double tranchant, mais j'étais par rapport au point de tout à l'heure. Alors, la description, par exemple, des lieux ou des vêtements des personnages sont assez évasifs, je trouve. Ce qui est à la fois très bien et à la fois très risqué, parce que d'un côté, quand il y a trop de descriptions, ça fait un peu du Balzac, c'est-à-dire qu'on fait 50 pages pour décrire une chaise, alors qu'au final on s'en fout, c'est juste, voilà, on s'en fout, et ça peut vraiment en fait casser le rythme du récit. D'un autre côté, mettre très peu de descriptions, ça peut être très bien, pour l'imagination, puisque peu importe en fait l'œuvre ou le support pour d'une œuvre, que ce soit un tableau, que ce soit un roman, que ce soit un film, c'est le lecteur qui fait, on va dire, la moitié du travail. Donc mettre peu de descriptions c'est bien, mais c'est vrai que parfois on a des descriptions, je dirais, un peu sibyllines, dans le sens où on va vous donner juste quelques éléments, et puis concrètement l'autrice vous dit démerdez-vous. Alors parfois c'est très bien, parfois je trouve que ça manque un peu. Mais je pense que c'est quand même un point positif parce que, de manière très majoritaire, disons que le peu de description est quand même plutôt bien amené. Dans le sens plutôt bien amené où en fait, il n'y a pas vraiment besoin forcément de longs pavés de description en fait pour qu'on visualise parfaitement la scène. Même si, encore une fois, je trouve que peut-être un tout petit peu plus de description ça aurait été parfait. Alors autrement, dans les points négatifs, on va également aborder les thèmes du roman. Alors notamment j'en ai trouvé deux à ma lecture, alors le thème de la vérité et peut-être un thème sur l'écologie. Et là-dessus, c'est des thèmes qui ont été plutôt bien traités et qui sont plutôt intéressants dans leur manière en fait
d'être abordé, notamment au niveau de la vérité. C'est un thème qui est très récurrent dans le prieuré de l'Oranger. On a par exemple la question de la vérité par rapport aux régions du monde. Alors par rapport à l'ouest, ça va être la vérité religieuse. À l'est, ça va être la vérité par rapport à la loi. Et de manière générale, les personnages aussi ont des quêtes de savoir qui ils sont vraiment, la recherche de leur vérité personnelle. Par exemple, pour la reine Sabran, sa quête de vérité personnelle quelque part, ça va être de savoir si elle désire en fait enfanter. Parce que, notamment, depuis les rumeurs sur le réveil du sans-nom, on presse en fait la reine, qui commence en fait à atteindre la trentaine d'années, de trouver un mari et puis continuer en fait sa lignée, sa descendance. Et Sabran, elle justement, a peur d'avoir des enfants, elle a peur en fait de s'engager avec un homme. Ce qui fait que là par exemple on a un premier thème sur la vérité par rapport à ce qu'elle est elle. Thème qui est en écho par exemple avec Ehad, qui elle est venue également pour surveiller la reine Sabran et qui se rend compte qu'elle vit, qu'elle a beaucoup d'attaches avec le pays, son pays d'accueil entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est venue dans l'ouest en fait depuis des années, une bonne dizaine d'années si j'ai bon souvenir d'ailleurs. Et finalement elle se dit ouais mais je me suis fait des amis sur place et être espionne ça va 2 minutes mais ça m'emmerde un peu de foutre le camp quoi. Voilà, après je vais éviter de trop rentrer au niveau des quêtes internes des personnages parce que je ne veux pas vous spoiler le rang parce qu'encore une fois je pense que vous devez le lire. Mais voilà, vous avez un peu une bonne idée du thème de la vérité qui est abordé ici. Et au niveau du thème de l'écologie, notamment nous avons la présence de pirates qui capturent des dragons pour les revendre et les dépecer, donc ce qui n'est pas sans rappeler bien sûr les braconniers et autres chasseurs de rhinocéros pour le marché chinois. Dragons qui, comme je l'ai dit un peu plus tôt, voilà, sont des esprits de l'eau dans l'ouest et qui donc sont un peu quelque part des incarnations de la nature. Et à l'inverse, par exemple, pour le sans-nom, qui est un dragon de feu, donc, on peut quelque part se faire un parallèle en disant, alors on a l'eau contre le feu, on a la vie contre la destruction. Voilà, ça peut être vu de cette manière-là, sachant que le sans-nom, voilà, il a été il a été enfermé pendant 1000 ans, et que, évidemment, les catastrophes climatiques, ça va et ça revient, si vous y connaissez un petit peu, voilà, en climatologie. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit thème écologique assez sympathique abordé dans l'œuvre et je trouve que c'est très agréable. Et enfin, dernier point positif, parce que qu'est-ce que serait un roman avec des thèmes intéressants si on n'a pas des personnages derrière qui sont intéressants et qui ont des arcs bien traités? Parce qu'évidemment, le but c'est pas d'avoir des bonnes idées, de thèmes à aborder dans un roman lorsqu'on va en écrire un, le but étant surtout d'avoir des bons personnages qui vont aller porter ces thèmes-là. Et là-dessus, je trouve vraiment qu'on a des personnages qui sont quand même bien développés, je trouve qu'ils ont une psyché dans l'ensemble, parce que je vais éviter de spoiler, mais il y en a un notamment où j'ai été très déçu de son développement. Des personnages donc fort intéressants. Et je vais m'arrêter un petit instant juste pour parler au niveau du choix de féminiser très largement le casting et notamment aussi d'y inclure des personnages LGBT, vu que notamment il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi par rapport à cela et qui ont salué Samantha Shannon de faire cela, sachant que ce n'est pas anodin si elle a fait ça, vu qu'elle a voulu faire de ce livre un peu une version féminine du mythe de Saint Georges et le dragon. Alors à titre personnel, j'apprécie, mais c'est vrai que, je veux dire, peu importe en fait le sexe ou l'orientation sexuelle des personnages, je veux dire, si ce sont des bons personnages, et ben, il n'y a pas raison de toute manière que le récit soit mieux, dans l'absolu. Enfin, on remplacerait tout le casting par des hommes, ce serait absolument la même chose. Ou on remplacerait tout le casting par des femmes, ce serait la même chose. Je veux dire, on s'en fiche un peu quelque part que le personnage préfère coucher avec X plutôt qu'Y, ou que le personnage a des attributs que l'autre sexe n'a pas. Dire, si le personnage est bien écrit, bah forcément l'histoire sera bien. Donc je trouve que c'est un peu dommage, quelque part, de se concentrer surtout là-dessus en termes de qualité. C'est vrai que moi je suis plutôt insensible par rapport en fait à cette thématique-là, étant donné que j'ai lu par exemple Les Seigneurs de Bohème, qui avait en plus des personnages transsexuels. Je fais partie de la communauté JoJo, de la communauté Italia, donc c'est vrai que
que, à titre personnel, j'en suis un peu plus froid, dans le sens où je me dis, bon, c'est des personnages. Mais c'est vrai que c'est bien, je pense, d'en parler un petit peu, voilà, et notamment du traitement, et je trouve que c'est bien d'avoir des femmes fortes un peu dans l'univers de l'heroic fantasy. Et surtout, quand je dis personnages féminins forts, c'est pas genre les personnages féminins forts à la Hollywood, en fait, où tout d'un coup, elle se révèle meneuse de guerre, hop, c'est parti, on se bat contre le méchant à la toute dernière minute du film. Non, c'est-à-dire que ce sont vraiment des personnages féminins forts, dans le sens, en fait, où elles ont vécu des choses difficiles, mais où en fait elles portent des valeurs d'héroïsme véritablement du début jusqu'à la fin de l'ouvrage. C'est pas ce genre, le personnage féminin en fait, qui va être un coup en mode femme en détresse, et un coup en mode femme super héroïque, avec des pectoraux saillants, avec des bras grands comme mes cuisses, enfin voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour les points positifs du roman, et je vais aborder les points négatifs maintenant. Premier point négatif, alors ça va être quelque chose d'extrêmement personnel, mais je n'ai pas réussi à m'investir émotionnellement à 100% dans le récit. Alors, peut-être parce que le récit était trop riche, ou peut-être parce que moi tout simplement, parce que peut-être ma sensibilité n'était pas assez ouverte à la réception des personnages, mais je n'ai pas réussi en fait à éprouver de l'empathie pour les personnages, et ça je trouve que c'est un peu dommage. Notamment je pense que c'est entre autres dû à la forme du roman, à la forme dans le sens en fait où, enfin plutôt au rythme du roman. Pourquoi ? Parce que notamment le rythme du roman est extrêmement rapide. C'est-à-dire que concrètement, le récit il va à 100 à l'heure, il n'a pas le temps. Le récit, il veut aller droit au but. Alors c'est bien parce qu'on s'ennuie pas, c'est pas du Balzac. Le problème c'est que il y a des moments où j'avais vraiment envie qu'on s'arrête sur une situation, j'avais vraiment envie que les personnages se posent et se disent ok, qu'est-ce qui vient de se passer ? Quelles sont vos émotions ? Voilà, c'est tout ce que je demandais. Et c'est vrai qu'on ne s'attarde jamais sur le fort intérieur des personnages, ou très peu du moins, je me suis jamais... Du moins, je vais vous donner par exemple un exemple, il y a 2 morts en particulier dans le prieuré de l'Oranger qui devraient être extrêmement traumatisantes, et le truc c'est qu'on ne s'y attarde jamais, et en plus, ça n'a que très peu de conséquences sur la psyché des personnages, alors que ça devrait être des trucs extrêmement traumatisants. Alors j'ai évité de spoiler bien sûr, mais sur ces 2 morts là en particulier, je pense que ceux qui ont lu le prieuré de l'Oranger savent de quelles morts je parle. Elles sont à peu près vers le début-milieu du roman. C'est vrai que j'ai trouvé extrêmement dommage qu'on ne s'arrête pas davantage et que les personnages n'aient pas une réaction psychologique par rapport à cela. Je trouve dommage que les personnages ne soient pas traumatisés, franchement, ou n'aient pas plus d'empathie. Ah, parce qu'un personnage, mine de rien, qui du coup continue à aller de l'avant, alors que la situation est tragique, j'ai envie de dire, du coup on s'en fout. Qui vient de t'arriver comme merde n'a pas d'importance, pourquoi est-ce que moi j'en aurais quelque chose à faire, quoi. Donc je trouve que voilà, c'est un peu dommage que le rythme du récit vient parfois casser des moments en fait émotionnels qui auraient pu être extrêmement forts. Et deuxième point peut-être également qui fait que j'ai eu du mal à m'investir dans le récit, et qui découle directement de cela, c'est que parfois les résolutions de péripéties sont juste trop simples. Un personnage en fait va être dans la merde à instant A, instant B quelques pages plus loin, le personnage trouve une solution de dernière minute. Bon, et je trouve que c'est vraiment dommage. Notamment, je pense au personnage d'Ead, qui est un peu un Terminator avec des pouvoirs magiques. Concrètement, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est une sorcière. Et on va dire que c'est pas la simple sorcière, c'est la sorcière d'élite. C'est-à-dire que littéralement, elle voit un mec, niqué quoi. Enfin, je vais prendre un exemple par rapport avec Ead. Alors, au tout début du roman, pour éviter de spoiler encore une fois. C'est lors de l'attaque de Féodel, l'un des lieutenants du Sans-Nom, et il y a une espèce de duel de regard entre Féodel le dragon et Sabran la reine. Féodel crache du feu sur Sabran, et Ead réussit à bloquer les flammes avec un sort, mais, et c'est pas ça vraiment le problème de la résolution, ça limite, j'accepte. La résolution est beaucoup trop simple, c'est que Ead, qui est dans un royaume, je rappelle, qui est raciste, qui n'aime pas la magie, Ead se fait surprendre par une femme de chambre et cette dernière veut la dénoncer. Qu'est-ce qui se passe ? Ead en fait la plaque contre un mur, il se met un couteau sous la gorge et lui dit si tu ouvres ta gueule je te descends. Puis c'est fini, du coup on en parle plus. Je trouve que c'est un peu dommage, ça aurait pu mettre un peu de tension, franchement ça aurait pu faire, est-ce que... elle s'appelle Truide Udzitur, la fille en question. C'est un peu dommage, je veux dire, on aurait pu avoir une espèce de tension par exemple avec Truide qui s'enfuit,
Eyad qui se dit j'espère qu'elle va pas me dénoncer, ou qui essaie de chercher femme de chambre pour justement lui faire du chantage. Je trouve que c'est vraiment dommage en fait que la situation se règle littéralement quelques pages plus tard avec Eyad qui menace de mort la servante si jamais en fait elle se fait gauler. Autre exemple dans le récit, un peu plus tard dans le récit, il y a plusieurs, alors je vais rendre ça assez flou, personnages qui sont présentés comme étant surpuissants qui se font battre en quelques pages. Et ça aussi c'est dommage parce qu'en fait ça construit de la tension et au final ça désamorce tout ça et c'est vraiment un peu du gâchis je trouve. Ou encore un dernier exemple que je vais aussi rendre très flou vu que c'est vers la fin du récit. Un personnage est mandaté pour tuer un autre personnage, t'as un autre personnage qui le voit et qui fait « Ah, attention, c'est un salaud, faut pas le croire !» Et du coup, le personnage, alors qu'il a un bon deal, etc. avec les méchants, et ben il abandonne. C'est genre, le personnage, il sait qu'il peut rien lui arriver, il sait qu'il peut atteindre l'objectif dont il a rêvé toute sa vie, et juste parce qu'en fait, t'as un autre personnage en fait qui dit attention, c'est une sale race, lui faites pas confiance, il abandonne. Et il dit ah c'est bon, je suis gentil. Ça, je vous avoue que j'ai été extrêmement déçu de ce personnage-là, parce que je pense qu'on aurait vraiment pu le retravailler un petit peu. Mais voilà, je vais éviter de rentrer trop dans les détails pour vous spoiler. Ensuite, alors là c'est plus du pinaillage, parce qu'en réalité c'est pas très gênant au niveau de la lecture, mais c'est vrai que je trouve que Samantha Shannon a un peu un rapport avec les distances un peu approximatif. C'est-à-dire que parfois il y a des voyages qui vont être extrêmement longs, et parfois sur des trajets d'une distance similaire ça va être extrêmement court. Alors que le moyen de transport va pas forcément être différent. Alors les personnages vont bouger d'un point A à un point B en l'espace de quelques pages. Ça reste un peu, je dirais pas perturbant parce que ça ne gêne pas tellement la lecture, mais c'est vrai que ça nous fait sortir un peu du roman, on se dit attends, il a vraiment traversé tout ça aussi rapidement. Ah oui, mais il fait combien de kilomètres carrés le continent? Parce que bon, en plus il y a la carte qui est fournie avec le roman. Et on se dit... Alors, ou bien il y a des ellipses en fait qui ne sont pas. Ou bien il y a des ellipses qui ne sont pas prévenues. C'est-à-dire qu'en fait on fait des ellipses dans le temps en fait qui ne sont pas affichées. Ou bien tout simplement les distances n'ont aucun sens quoi. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Avant-dernier point négatif du livre au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé que le final était assez décevant. Quelque part le final est décevant, mais je pense qu'il conclut quand même bien l'histoire. Mais j'explique. Disons jusqu'à environ 800 pages, Samantha Shannon en utilise un apocalypse draconique, en fait, l'armée des dragons qui va se libérer, et le dragon ultra puissant qui va détruire le monde. Sauf que c'est un peu un apocalypse draconique à la Skyrim, pour ceux qui ont joué au jeu, c'est-à-dire qu'on a le grand roi dragon qui va tout détruire, on a l'armée de dragons, mais si tu veux aller faire tes courses chez mamie, y a pas de souci. C'est-à-dire que tu auras très rarement des pépins. C'est-à-dire que concrètement, on dit qu'il y a une menace, et ce n'est que assez tardivement dans le récit, mine de rien, qu'on commence à réaliser que la menace en question peut arriver. Alors, je sais que certains sans doute vont me dire que je suis mauvaise langue, parce que notamment il y a des attaques de dérivés de dragons, comme des vouivres, des cocatrix, etc. Enfin de wyrm, du coup, je réagir plutôt, parce que dragon c'est au niveau de l'Est. Le seul problème, c'est que, du moins, sauf si j'ai mal lu le roman, il me semble que ces créatures-là, en fait, sont, entre guillemets, natives et n'ont pas été enfermées avec le sang long. Donc ce qui fait que je les considère un peu comme faisant partie du décor à la base. Autre exemple, parce que je sais que sinon les gens vont venir chipoter dans les commentaires, il y a 2 passages dans le livre où on nous dit qu'il y a des villages qui ont été brûlés, il y a notamment un passage, je crois, qui traverse un village qui a été cramé. Le problème, c'est que, primo, c'est du décor, dans le sens où, comme il n'y a aucun personnage vis-à-vis desquels on a pu s'attacher, bah on s'en fout un peu, ça ne nous impacte pas plus que ça, sachant que, comme j'ai dit, le problème c'est que comme le récit va vite, va vite, le problème c'est que évidemment comme ça va vite aussi quand tu traverses le village qui a été cramé avec les habitants qui meurent etc, bah forcément on marque pas plus que ça, et idem quand on parle par exemple de raids de dragons qui ont brûlé des villages dans leur sillage, bah là aussi c'est un peu du décor, c'est un peu de l'ambiance, donc on le ressent pas tellement finalement. Je trouve que ça aurait été... parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées au niveau de l'apocalypse draconique, notamment la peste draconique que j'aurais beaucoup aimé voir développer davantage. Genre par exemple, on aurait pu voir une région entière de l'Ouest être avalée par cette maladie. Notamment maladie qui touche en plus les personnes, du moins en sous-texte, qui touche davantage les personnes qui ont un rapport avec le mensonge. Ce qui fait que ça aurait pu être assez intéressant, franchement, de le développer de cette manière-là. Mais la peste draconique, ça apparaît au début du roman.
Et ça disparaît un peu en surface, je trouve, jusqu'à la fin du roman, où c'est un peu expédié. Et je trouve franchement que c'est dommage parce que c'était une idée qui était vraiment géniale, je trouve. Franchement, j'aurais aimé qu'elle soit davantage développée. Dernier point, alors ça va être moins un point négatif peut-être qu'une réflexion générale, mais je trouve que on a peut-être surestimé ce livre dans le sens en le comparant à Tolkien, vu qu'au niveau par exemple des thèmes abordés, alors certes le Prieuré de l'Oranger voilà, aborde ces thèmes de manière voilà, vraiment très bien, mais je trouve que ça manque peut-être un peu, alors il y a une vie intérieure de l'auteur, je dis pas, mais c'est vrai que peut-être ce n'est pas aussi riche que Tolkien. Quand même dans Tolkien, il y a tout le sous-texte catholique, voilà, par rapport au surhomme nietzschéen, par rapport à la nature, la place de l'homme, par rapport en fait au pouvoir et à la corruption, par rapport à l'addiction. C'est vrai que le féminisme aussi chez Tolkien, parce qu'on oublie de le dire, mais le personnage d'Éowyn, Best Girl, toi-même tu sais. Donc voilà, je trouve que peut-être les commerciaux en ont un peu trop fait. Alors il est bon, mais je trouve que de là à dire que c'est pareil que Tolkien, peut-être qu'il y a eu un peu tromperie sur la marchandise, peut-être, très légèrement. Même au niveau du world building, parce que quand même on parle de Tolkien, Tolkien a inventé une langue quand même. Ça s'appelle l'elfique. Ce livre est très bon world building, mais Tolkien, il est excellent. Donc, mon avis final sur le Prieuré de l'Oranger, alors si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 14 sur 20. Un très solide 14 sur 20. Qui est un très bon roman, mais qui est, je pense, loin d'être le chef-d'œuvre en fait qu'on prétend. Ce qui m'a un peu déçu. Un peu déçu parce que le marketing l'a un peu trop martelé dans sa comparaison avec des grands auteurs de la fantasy comme Tolkien, Martin, Hobbes. Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage franchement, mais il a toutefois des qualités qui sont indéniables. Et je vous encourage franchement à le lire parce qu'il vaut vraiment le coup. Et voilà, c'est la fin de ce petit vlog. Alors je vais essayer de publier un peu mi-décembre des vidéos et d'autres écrits, parce que le problème c'est que là en ce moment je suis en période d'examen, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer du moins d'être présent et de vous publier quelque chose. Je prévois une prochaine vidéo sur un autre roman qui est un prix Goncourt français. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao les gens!